Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super, je m'assure parce qu'avec ma surdité, on ne sait jamais. Donc, bienvenue à mon tour de l'exclusion à l'inclusion, l'accessibilité numérique pour tous et toutes. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuelle Aboif, je suis sourde de naissance et j'ai deux implants oculaires qui me permettent de vous entendre. Avec mes deux implants oculaires, j'aime bien dire que je suis un petit peu myonique, une petite femme moderne. Je suis développeuse depuis tant d'années, je sais pas, une dizaine d'années. Je travaille chez Shodo, qui est une SN dont on ne présente plus. On parle beaucoup de Shodo ces temps-ci. On est pour sa salariale, transparence salariale, justice sociale et pour l'inclusion dans la tech. Je suis également membre de l'association Duchesse France parce qu'on manque de représentativité des femmes dans la tech. Et Duchesse France permet justement de mettre les femmes dans la tech en valeur. Et je suis également membre du groupe de travail de CNCF Deaf and Hard of Hearing, initiative qui réunit les personnes sourdes et malentendantes du web dans le monde entier pour justement promouvoir l'accessibilité chez les personnes sourdes et malentendantes. Alors, une petite histoire avant de commencer. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas téléphoner à cause de ma surdité. Bon, cette petite fille, elle me ressemble énormément parce que je voyais ma sœur téléphoner à ses copines tout le temps. Et moi, avec ma surdité, j'enviais énormément ma sœur parce que je ne pouvais pas téléphoner. Je ne pouvais pas lire sur les lèvres de la personne au téléphone. Aujourd'hui, avec la vidéophonie, c'est possible. Mais à l'époque, vous vous en souvenez, il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas les téléphones comme on a aujourd'hui. Et de voir ma sœur discuter des heures et des heures avec ses copines, et moi qui voulais la même chose, je ne pouvais pas. Alors, de temps en temps, je demandais à ma mère, oui, tu peux appeler ma copine pour lui dire, j'aimerais la voir. Toujours l'intimité. Mais voilà, tout mon adolescence, c'était ça, c'était passé par ma mère pour téléphoner, pour prendre mes rendez-vous, vidéo, pour faire des paperages administratifs et tout ça. Autant vous dire que je n'étais pas vraiment autonome. Et puis un jour, vous vous souvenez des premiers ordinateurs, des grosses machines qu'il y avait dans les années 90-2000 et ce fameux MSN. Alors, pour les plus anciens, moi, on a passé des heures et des heures sur MSN à discuter avec ses copains copines. Et ça, je peux vous dire, ça m'a totalement libérée. Autant le téléphone m'excluait totalement, avec Internet et MSN, je me suis sentie enfin incluse dans la communication. À travers Internet, j'ai découvert le monde. J'ai découvert un moyen de communiquer. Et grâce à ça, ça m'a permis d'accéder au monde et à l'informatique. Et par la suite, j'ai voulu devenir développeuse, travailler dans l'informatique justement parce que ça m'a permis de tenir des outils me permettant de communiquer avec tout le monde. Et puis plus tard, les premiers téléphones, Motamo, enfin Nokia 3310, ces fameux petits téléphones où on passait des heures à textoter. Et moi, j'avais un super forfait, Motamo, qui était spécialement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes. À l'époque, les forfaits coûtaient 30 € et on avait 2 heures d'appel pour genre 30 ou 40 textos par mois. Et moi, avec mon forfait Motamo, j'avais 200 textos par mois, pour 15 € par mois. Autant vous dire que c'était pas cher. Alors ma sœur, elle m'envoyait un textoter, tout ça, elle me dit « Est-ce que je pourrais pas te payer un peu de ton forfait pour envoyer des textos à mes copines? J'ai plus de textos. » Alors la situation s'était un peu inversée. Elle était un petit peu jalouse de mon usage avec les textos. Je dis, mais toi, tu peux téléphoner, moi, je ne peux pas téléphoner. Donc, je textote. C'est ça l'idée. Donc, voilà, c'était la petite nostalgie qui fait qu'à partir de là, grâce au SMS, j'ai pu être davantage connectée à Internet et qui fait de moi une accro au téléphone, bien évidemment.
Alors, savez-vous que les SMS ont été d'abord conçus pour les personnes sourdes et malentendantes? Alors, dans les années 90, il y avait, comment il s'appelait, Matti Mahonen, un ingénieur finlandais, qui s'est retrouvé un jour dans une table avec ses collègues en train de déjeuner, en lui disant « Est-ce qu'on pourrait faire pour les personnes sourdes et malentendantes qui ne peuvent pas téléphoner? Et si on inventait les SMS ?» Et bien voilà, les SMS qui ont été conçus pour les personnes sourdes et malentendantes, parce qu'ils étaient complètement exclus du téléphone, on les a inventés pour elles. Et vous connaissez la suite. Des milliards et des milliards de textos ont été utilisés chaque année parce que c'était plus pratique de téléphoner. Donc, qui au départ a été conçu pour l'accessibilité, ensuite a été utilisé par des millions de gens, des milliards de personnes entendantes. Pardon. Savez-vous que les télécommandes pour la télévision ont été conçues à l'origine pour les personnes mobilité réduite? Et l'ingénieur Eugene McDonald a créé la télécommande qui s'appelle les Booms dans les années 50. Il faut savoir qu'à l'origine, dans les années 50, les télévisions, il n'y avait pas de télécommande, il fallait s'approcher de la télévision pour allumer, éteindre la télévision, pour monter et baisser le son, pour changer les chaînes aussi. Les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas aller jusqu'à la télévision pour faire ces manipulations. Du coup, Eugene McDonald a conçu les impulses pour la félicité de la vie. C'est logique quand on y pense. Et aujourd'hui, des milliards de personnes utilisent la télécommande, qui est devenu de nouveau des usages. De l'exclusion à l'inclusion pour tout le monde. Savez-vous que les livres audio ont été d'abord pensés pour les personnes aveugles et malvoyantes? Or, nous sommes dans un cas d'usage. Il faut savoir que dans les années 30, aux États-Unis, la Library of Congress, la grosse bibliothèque de New York, a créé un programme qui s'appelle Book for the Adult Child Blind Project, qui voulait rendre accessibles ces livres à ces citoyens aveugles et malvoyants. Et donc, ils ont imaginé de rendre les livres accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes également. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est devenu des usages, en fait, tout le monde utilise les livres audio, enfin, sauf les personnes sourdes et malentendantes. Mais en moins, on voit bien un point, les usages qui ont été créés au départ pour les personnes handicapées ont été ensuite popularisés et utilisés pour les personnes valides. Et dernière, les sous-titres, on le voit partout. Là aussi, je ne vous présente plus les sous-titres. On voit les sous-titres à la télévision, au cinéma, dans les conférences avec le Messenger. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les organes de mettre en place l'accessibilité depuis des années. Franchement, sans ça, je n'aurais pas pu suivre les conférences. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui va au plus populariser les sous-titres, ce n'est pas tout à fait au point, mais on avance, il y a pas mal d'erreurs, ça nécessite la manipulation humaine pour corriger les erreurs. Mais les sous-titres aujourd'hui, dès qu'on voit, ils sont un peu conçus n'importe comment, et c'est de moins en moins accessible. On voit avec des flashs, des sous-titres flashés, des couleurs pas respectées et tout ça. Donc, au final, si les sous-titres ont été pensés pour l'accessibilité, aujourd'hui, on n'y pense plus tellement. Il y en a partout. Et il faut savoir que tous ces quatre, je vous ai montré, vraiment, c'était vraiment pensé pour faciliter le quotidien des personnes handicapées. Et forcément, ça apporte aussi un confort aux personnes valides qui ont trouvé leurs usages eux aussi. Alors, imaginez que les personnes handicapées ne puissent pas accéder au contenu numérique
parce que les sites Internet ne sont pas accessibles. Oui, c'est la réalité. Je vous demande un instant de vous imaginer vous soyez aveugle, malvoyant, sourd, malentendant, en fauteuil roulant, avec un handicap cognitif, intellectuel, tout ce que vous voulez. Et un jour, je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais si demain vous avez un de ces handicaps, parce qu'au cours de sa vie, on n'est pas à l'abri d'un accident, d'une maladie qui nous prive des capacités, et si demain vous allez sur Internet et vous vous retrouvez bloqué parce que le site n'est pas accessible. C'est la réalité. Et aujourd'hui, les personnes handicapées face à Internet. Ça représente 1,3 milliard de personnes handicapées dans le monde entier. C'est énorme. 15%, 16% de la population mondiale. En France, une personne sur 6 est handicapée, et on présente 12 millions de personnes handicapées en France. Et or, c'est un chiffre complètement, on sous-estime, parce qu'il y a des personnes qui ne déclarent pas forcément leur handicap, de peur de se faire discriminer, de peur que leur regard change, de peur au sein de la société, parce que le handicap pour la société a une connotation négative. Alors, elle ne devrait pas. Au cours de ces siècles, on a inventé plusieurs innovations permettant de faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées avant d'être repris par des millions de gens. Et on voit bien que les innovations technologiques sont vecteurs, sources d'innovation qui permettent de faciliter au quotidien tout le monde. Et malgré tout ça, on a quand même ce biais de dire le handicap, c'est négatif, je ne peux pas avoir un handicap. Je suis sourde. Est-ce que j'ai l'air d'être malheureuse? Est-ce que j'ai l'air d'être mal dans ma peau? Est-ce que je voudrais... Merci. Donc, arrêtons de voir le handicap quelque chose de négatif. Nous sommes tous et tous concernés par un handicap, au moins au cours de sa vie, en tout cas dès le début et jusqu'à la fin de sa vie. Parce que plus on vieillit, plus on sera confronté. Mais bien sûr, je vous souhaite d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, il y a plusieurs situations de handicap, dont il y a Microsoft Inclusive Design qui a mis en œuvre ce schéma très intéressant. Donc, vous voyez plusieurs types de situations de handicap permanents, dont moi qui suis sourde de naissance, c'est un handicap permanent. Mon handicap ne changera pas. Mais il y a un DPH qui me dit oui, il faut renouveler vos papiers, vous prouvez que vous êtes bien sourde tous les 5, 10, 15 ans, 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité d'être à vie depuis seulement tout récemment, enfin, mais à moins d'aller à Lourdes. Voilà, donc voilà le handicap permanent, il ne change pas pour tout ce qui est le toucher, la vue, l'ouïe, la voix et l'aspect intellectuel. Et on sous-estime aussi les 3 autres situations temporaires. Moi-même, j'ai un handicap temporaire qui est la cataracte précoce. Et du coup, petit à petit, je vois ma vue un peu déclinée, je ne supporte plus les lumières, je suis devenue complètement photophobe, je mets du dark mode, thème sombre partout, parce que justement le air me gêne. Même la lumière là, ça me gêne parce que bon, je ne vois pas bien. Et donc, jusqu'à on va m'opérer. Quand ça va arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est les exemples typiques d'un handicap temporaire. Tout on a un bras cassé, si on ne peut pas utiliser notre souris. Et donc là, on va utiliser la vie pour naviguer. Et là, vous êtes content de savoir qu'il y a l'accessibilité. Et aussi, vous avez situationnel. Quand vous êtes, par exemple, un de vos parents et vous avez un bébé dans les bras, vous ne pouvez pas non plus utiliser la souris. Et donc, vous utilisez aussi la vie. Ou alors, vous êtes dans un nouveau pays et vous lisez vous lisez par exemple des articles qui sont en anglais, vous êtes bien content d'avoir une traduction automatique qui traduit en français. Vous n'avez pas le niveau. Voilà des exemples concrets.
Et le voyage aussi, c'est quand vous êtes vraiment distrait par ce qui se passe aux alentours, dans les bruits du train, pour accéder aux avions, c'est totalement inaccessible parce que, bon, ouais, c'est en janvier 2024 qu'on a des situations d'inaccessibilité. Et je ne vous dis pas, avec l'arrivée des JO cet été, on est un peu balbarré. Donc, tout ça, vous dire, voilà, on a ces trois situations et qui fait que si on a l'accessibilité de notre côté, ça permet d'améliorer le quotidien de ces personnes. Oui, et les personnes qui ont un handicap permanent, il faudrait aussi penser à elles, parce qu'elles sont aussi concernées. Alors, Tim Berners-Lee disait, le père du web, la force du web réside dans son universalité. L'accès de tous, soit le handicap, est un aspect essentiel. En me renseignant sur Tim Berners-Lee, j'ai retrouvé plein de ces citations géniales qui fait qu'il avait une vision de ce qu'était le web. Il y a 20 ans, 30 ans, les années passent, et aujourd'hui, l'accès à Internet n'est pas garanti à tout le monde. Et on a même les personnes qui sont électroniques, voilà, je suis parfois du mal à prononcer certains mots, et qui ont la phobie d'ordinateur, et tout est dématérialisé, et ça ne peut pas se servir correctement d'Internet, d'aller sur les sites Internet. Alors, justement, le web, ça garantit l'accès à tous. Et pourtant, aujourd'hui, on est en train d'exclure une minorité de personnes qui ne peuvent pas accéder à Internet. Donc, malheureusement, de nos jours, très peu de sites sont accessibles parce que nous ne respectons pas les règles d'accessibilité, évidemment. Donc, nous avons une règle internationale, les règles qui s'appellent WCAG, et WCAG, qui sont des règles internationales de l'accessibilité numérique, et WebAIM, Web Accessibility Email, a sorti un rapport il y a une semaine et un mois, et ils ont scanné 1 million de pages, qui représentent une petite aiguille dans une vaste océan. C'est un petit doigt, c'est rien du tout. 95% des 1 million de pages scannées sont totalement inaccessibles. Ça veut dire que 5% des sites web, des pages, sont accessibles. Alors vous imaginez des milliards de sites web dans l'écosystème web. Oui, les chiffres sont vraiment très parlants. Hein. On voit ce rapport, et dit, ben, il y a hors du boulot. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance de l'accessibilité numérique, et l'accessibilité numérique, ce n'est pas enseigné dans les formations à l'école, de dire, voilà, Internet, c'est quoi? C'est l'accès à tout le monde, sauf aux personnes handicapées. Et, ouais. Et dans ce même rapport, on retrouve les principales erreurs d'accessibilité, à savoir les tests à faible contraste. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente. On dit, ah oui, c'est super joli, un fond rouge avec un texte, on va dire, rose, parce que ça va bien ensemble. Oui, mais non, on ne voit pas le texte rose. C'est peut-être joli, mais ça va être complètement illisible parce qu'on ne respecte pas le contraste de 4,5 de ratio. Et oui, mais oui, si on ne respecte pas les ratios, on va créer des sites moches, on ne peut pas faire ce qu'on veut et tout ça. Mais non, j'ai vu des sites qui sont accessibles et qui ont de très belles couleurs, en faisant attention aux couleurs de background et foreground, arrière-plan, couleurs de premier plan, pour justement garantir la lisibilité pour tout le monde. On a tous des lunettes, à un moment donné, on ne voit pas très bien. Alors les personnes malvoyantes, elles voient ces textes qui sont
qui ne respectent pas le fameux contraste, c'est super embêtant. Et moi-même, avec ma cataracte, je me retrouve dans ces situations-là que je n'avais pas avant. Deuxième, les textes alternatifs marrants. Les fameuses images, on voit partout sur les réseaux sociaux, sur les sites web, et on dit, oui, il y a un petit attribut alt, qui s'appelle alt, qui dit, voilà, qui permet justement de décrire les images. Et sur les balises image, vous avez l'attribut alt, qui vous permet justement de décrire l'image que vous voyez. Si l'image contient du texte, mais décrivez le texte dans l'attribut alt. Si l'image contient des éléments importants, là, typiquement, je vous ai montré l'image du petite fille avec le téléphone rouge, je l'ai décrite, ça je ne vois pas, mais la personne qui va accéder à mes slides va le savoir grâce à l'attribut alt. Dire, voilà, cette image-là, elle est parlante, on a vu une petite fille qui est triste face au téléphone rouge. Et ce sont des informations importantes qui permettent d'informer les personnes aveugles et malvoyantes utilisant le lecteur d'écran d'avoir la même information que vous voyez. Pourquoi elles n'auraient pas accès à ces informations? Et sur les réseaux sociaux, les attributs alt ne sont pas pour le marketing. Ils ne sont pas pour dire, voilà, et sur l'attribut alt, et vous verrez un super message. Non. Ce n'est pas pour le marketing, c'est pour l'accessibilité. Si vous ne mettez pas, vous décrivez pas, ça exclut évidemment une petite partie des personnes aveugles et malvoyantes. Les étiquettes manquantes sur les formulaires, on remplit énormément de formulaires. Et pourtant, on scanne les formulaires avec le lecteur d'écran, il va nous dire édition, vide, édition, vide, édition, vide. Bouton envoyé. Et qui s'est passé, je dois remplir quoi? Et, en tant que personne qui voyons, on voit ce qui se passe concrètement. Mais la personne aveugle et malvoyante, non. Avec les lecteurs d'écran, si on ne remplit pas l'information, grâce à l'attribut fort, en disant, eh ben voilà, on va dire nom, édition, vide, prénom, vide, édition, vide, email, édition, vide, bouton envoyé. Et là, tout de suite, on a l'information grâce à l'attribut fort qui doit avoir le même nom que son ID. Donc, l'ID de son input, qui s'appelle par exemple texte nom, dans son label, on aura l'attribut fort qui comportera le nom texte nom. C'est tout simple. Il n'y a rien de plus à faire. Ensuite, vous avez des liens vides. J'ai une amie qui m'a dit un jour, oui, je vais sur des liens, je sais, à chaque fois, c'est une pochette surprise pour moi. Je ne sais jamais ce qui m'arrive. En liens, ils ne sont pas du tout explicites. Bon, ça ouvre, et je dis, ah non, c'est pas celui-là, je peux je un autre lien. Je suis à trouver le bon lien, et imaginez, vous avez petit lien qui dit, et ici, lire la suite. Ici, est-ce que d'après vous, ce sont des informations explicites? Pas du tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a l'attribut title à mettre pour dire, voilà, mettre l'information en disant lire la suite de l'article sur l'accessibilité numérique, lire l'article sur l'intelligence artificielle. Là, tout de suite, on a l'information. Par contre, si votre lien est déjà explicite en soi, ça ne sert à rien de mettre l'information dans l'attribut title, sinon ça va être redondant. Sixième, bouton vide. Là aussi, c'est la même chose pour les liens, sauf que les liens qui vont vers part, les boutons vides doivent enclencher des actions. Sauf que si on ne labellise pas les boutons, le lecteur d'écran va vous réaliser bouton, 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 bouton.
Oui, comment je fais au moment de payer, par exemple, comment je sais choisir ma carte bancaire? Comment choisir mon moyen de paiement? PayPal, Visa ou Mastercard? Je ne sais pas. Bouton. Donc, c'est important de mettre l'attribut title sur le bouton. Ou, si c'est une image, mettez l'information dans l'attribut at. Rien de plus simple. Et enfin, la langue du site qui m'hante. Alors, on ne met pas la langue du site. Le lecteur d'écran va réaliser un exemple bizarre, chelou, en anglais, parlant français. Enfin, l'accent français parlant anglais, pardon. Ça fait, je peux vous dire, on ne prend rien du tout. Du coup, quand vous générez des sites, quand vous créez des sites avec des frameworks JS, Angular, React ou Vue.js automatiquement, c'est écrit dans l'attribut HTML, dans la balise HTML. Vous avez l'attribut long et par défaut English, EN. N'oubliez pas de changer en mettant FR français. Alors, bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, on peut rendre accessible un site web. Mais c'est les principales erreurs, on peut corriger facilement en tant que dev. Si vous faites ça, vous corrigez une majorité des erreurs sur votre site web. Et c'est du HTML. C'est rien. Alors, en France, nous avons les règles d'accessibilité de RC2A, qui est inspiré de WCAI, des règles internationales, et vous pouvez en trouver sur le site du gouvernement, accessibilité-numérique.ou.fr, et vous trouverez une liste d'une centaine de critères, il y en a 106. Ça peut être fastidieux, ça peut faire peur, mais je vous assure, ce sont des critères importants qui permettent de garantir l'accessibilité de votre site. Et vous avez des exemples qui vous permettent de vous montrer comment faire. Et ça, franchement, faites-le parce qu'il y a une loi. Normalement, on a une loi qui garantit l'accessibilité, sauf qu'elle n'est pas plus ou moins impliquée, on va dire. Voilà, donc on a une loi qui dit les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros doivent rendre accessible leur site Internet, sauf avec un montant complètement dérisoire. Et puis, on a revu un peu la loi en baisse, qui fait qu'en 2025, on a dit que les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros doivent rendre accessible leur site web. Et l'amende est de 50 000 euros. Donc, c'est rien, on ne fait pas un RGPD où fracture 4% de votre chiffre d'affaires. On aimerait bien, ça pourrait inciter les entreprises à s'y mettre et donc aussi de former les développeurs et développeuses sur l'accessibilité numérique. Tim Chamberlain disait: lorsque nous avons conçu le web, nous n'en savions pas assez sur les personnes handicapées ou sur la conception de logiciels accessibles. Nous étions tellement pressés de lancer le web et nous ne sommes pas préoccupés de ces problèmes. Et on en fait constat aujourd'hui, par manque de formation, par manque de... On a perdu un peu en HTML, parce que les balises que je vous ai montrées, c'est du pur HTML. Et ça, on a complètement oublié de respecter la sémantique et la base du HTML. Là où, il y a 20 ans, 30 ans, les pages étaient seulement en HTML, CSS et JavaScript. Il n'y avait pas tous ces frameworks riches qui nous permettaient de faciliter la création des sites web avec une architecture plus ou moins robuste. Et nous en sommes là hors des décennies plus tard. Comment s'y mettre à l'accessibilité numérique? Pour éviter d'exclure une minorité de personnes, il faut penser à l'accessibilité numérique. Pour ça, il faut se former.
Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'agences numériques, spécialisées d'agences sur l'accessibilité numérique, qui peuvent vous former sur l'accessibilité numérique sur 3 jours avec une certification parfois, et vous dire, voilà, comment rendre accessible un site web. J'ai suivi cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi étant sourde, je n'avais pas toute cette stabilité d'accessibilité numérique parce que moi, j'étais concernée par les sous-titres, la transcription des podcasts, contrairement à d'autres personnes handicapées qui ont besoin plus de l'accessibilité numérique que les personnes sourdes et malentendantes. Et un jour, j'avais rencontré une personne aveugle qui m'a dit « Mais vous, les personnes sourdes et malentendantes, vous n'avez pas les monopoles de l'accessibilité. Et nous, alors ?» Effectivement, malgré moi, j'ai eu une partie qui n'avait pas accès au contenu. Donc, on a tous un bien conscient qui fait que, voilà, on ne pense pas forcément aux autres. Mais il serait bien de penser à tout le monde. Une fois que vous êtes formé, sensibiliser, parler à travers les confs, parler à vos équipes, parler sur les réseaux sociaux, parlez-en en disant, voilà, nous sommes des billards sur Terre et malgré tout, il y a une minorité de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et il faut y penser dès le début du projet et sensibiliser vos équipes, pas seulement les développeurs et développeuses, j'ai oublié de préciser, il faut aussi impliquer les chefs de projet, impliquer les designers, parce que c'est eux qui vont faire les chartes graphiques et les maquettes. Donc, s'ils ne respectent pas les couleurs dès le début, l'accessibilité n'est pas prise en compte. Et aussi, si vous le faites à la fin, ça va vous coûter plus cher, parce que vous allez devoir repasser dessus. Alors, si vous prenez des débuts en honte, ça vous coûtera moins cher de tout laisser à la fin. Donc, si vous mettez en honte dans vos budgets d'accessibilité numérique, tout le monde sera gagnant. Et c'est important aussi de faire de la veille, de vous tenir au courant des avancées des lois, des articles sur l'accessibilité numérique, sur l'IA liée à l'accessibilité numérique, parce que l'intelligence artificielle est en train de devenir la norme. Et l'intelligence artificielle, on est hors des biais sur le handicap. Et de fait, ne pense pas à inclure les personnes handicapées parce que les personnes qui conçoivent les algorithmes sont des hommes blancs valides en grande majorité. Donc, c'est important de se tenir au courant, d'écrire, d'informer, de faire tout ce travail-là pour que tout le monde s'y mette à l'accessibilité numérique, pour ne pas exclure, mais inclure les personnes handicapées. Alors, vous allez tous me dire, poser cette question, est-ce que l'IA peut-elle améliorer l'accessibilité des sites web? Non. Non. Je sais, c'est autant de dire, ChatGPT, fais-moi un site accessible. Figurez-vous, des experts et des experts en accessibilité numérique ont fait l'expérience. Ça, c'est très mal passé. Donc, peut-être demain, peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut se préoccuper. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne me permet pas. Et alors, il y a des biais dans l'IA qui fait... j'ai demandé un jour à ChatGPT, à Midjourney, de me générer une femme sourde, parce que la représentation des personnes sourdes est importante pour moi. Ça m'a généré une femme vieille, une femme vraiment très âgée. Et pour l'IA, la surdité touche les personnes âgées. Et il y a ce problème d'exclure une partie de la population. Par contre, on peut demander à l'IA de faire des tests automatisés pour dire, voilà, vous tenir au rang de là où vous avez fait des erreurs. Là, c'est possible. C'est demander aux outils automatiques de créer des sous-titres automatiques, parce que tout le travail est fait, la synchronisation elle est faite, le texte est fait, il reste plus à corriger les erreurs. C'est la même chose pour l'accessibilité numérique. Vous demandez à un outil d'accessibilité
dire voilà, détecte-moi les erreurs que j'ai faites, comme ça je pourrais corriger. Bien sûr, ça n'ouvre pas tout. On ne peut pas y compter à 100%, mais tu comptes sur l'intelligence artificielle à 100%. Il y a même une marge d'erreur aujourd'hui qui fait, voilà, on doit avoir la patte humaine dedans, l'intelligence humaine pour créer nos produits, pour rendre accessible ici web. Et on entend aussi des outils de surcouche d'accessibilité qui peuvent dire oui, on rend accessible votre site internet en 5 minutes. Non. Non, parce que les surcouches, elles n'ouvrent pas tous les cas de situation et elles peuvent rentrer en conflit avec des outils que les personnes handicapées utilisent tous les jours. Donc, les outils de surcouche imposent plutôt de proposer. Comme vous voyez sur les sites web, vous choisissez le mode tel que vous voulez avoir, le mode clair, le mode sombre, c'est votre choix. Vous n'imposez rien. Et bien, les outils de surcouche, c'est ça. Elle va imposer ses propres règles d'accessibilité et qui peuvent rentrer en conflit avec les personnes handicapées qui utilisent leurs propres outils, à savoir les lecteurs d'écran, les logiciels de zoom, les outils qui permettent de convertir les contrastes, etc. Et en même bien, on peut décrire automatiquement les boutons, les images. Donc, on n'en est pas là. L'accessibilité numérique ne devrait pas considérer comme une option, mais un droit fondamental, comme disait Tim Berners-Lee, un grand homme. Et donc, oui, l'accessibilité est un droit, et aujourd'hui, en 2024, c'est un droit qui n'est pas acquis dans l'accessibilité. Et même aujourd'hui, avec les JO, on parle beaucoup des Jeux paralympiques, mais pour accéder aux Jeux paralympiques, il y a tout un parcours pour y arriver. Les transports à Paris ne sont pas accessibles. Et c'est la même chose pour les sites web. Bon, on vous dit votre site n'est pas accessible, ne faites pas la mine en disant « Oh, c'est pas grave, on fait ça la prochaine fois. » Mais non. Demain, ça va être dans 5 ans. Non, c'est maintenant. Et les personnes handicapées ont besoin d'accéder à vos contenus. Vous vous souvenez, il y a même 1 milliard de personnes dans le monde. Et vous vous rendez compte des chiffres potentiels d'affaires que vous pouvez faire. Si vous rendez accessible vos sites web, vous gagnez davantage d'argent. Ce n'est pas une manne d'argent à perdre. C'est un gagner. Donc, pour accéder aux droits, pour accéder au contenu numérique, pour remplir des formulaires, remplir des administratifs, il y a même pas de jours, Céline a été interviewée par France Info sur comment remplir les impôts. Et elle dit, mais moi je galère à remplir mes impôts. En 2024, on en est là aujourd'hui. Ça ne devrait pas être une option, mais un droit. Ce n'est pas acquis. Et je voudrais citer la loi de Conway. Les organisations qui conçoivent des systèmes sont contraintes de produire des conceptions qui sont des copies de leur structure de communication. Autrement dit, les entreprises qui conçoivent les produits ont des équipes diversifiées. Si elles ont des équipes diversifiées, elles vont penser à l'accessibilité. Elles vont penser à l'inclusion de leurs produits, à la cible de produits, par exemple des développeurs et développeuses racisés ou LGBT, ou des handicapés, vous dire voilà, rendez inclusif ce produit-là. On voit bien avec les entreprises comme Microsoft et Apple qui font beaucoup pour l'accessibilité. On parle beaucoup de ce qu'ils font pour l'accessibilité. Parce que dans leurs équipes, ils ont des employés issus de la minorité qui pensent à tous ces aspects-là. Par exemple, il y a mon rôle modèle chez Microsoft qui s'appelle Geneviève Fleury, qui est Chief Accessibility Officer chez Microsoft. Elle est sourde, comme moi, et elle a un poste à responsabilité pour dire à ses équipes, pensez à l'accessibilité.
Et ça, c'est juste incroyable. Et moi, j'utilise des outils Apple parce que ça m'est totalement accessible pour mon quotidien. Et un autre exemple, Twitter, devenu X, a viré du jour au lendemain les accessibilité, en disant, voilà, l'accessibilité, ça ne sert à rien. Ils ont vu l'accessibilité se détériorer au fur et à mesure leurs produits. Là où énormément de personnes handicapées utilisaient Twitter, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais où aller? Parce que les autres réseaux sociaux, ils ne sont pas accessibles non plus. Et un autre exemple, l'application Sonos, qui est une application très axée sur le audio, le streaming audio, qui fait que les autres streaming audio, comme Spotify, Deezer et tout ça, ils ne sont pas accessibles. Et il y a une grande majorité des personnes avec et malvoyantes qui vont sur Sonos pour justement accéder à ces contenus audio. Du jour au lendemain, ils mettent à jour l'application, c'est devenu inutilisable, totalement inaccessible. Et il y a eu un chiffre qui disait que 15% des utilisateurs sont concernés par le handicap visuel, du jour au lendemain, n'ont plus accès à Sonos. Et ils ne peuvent même pas revenir en arrière parce que c'est devenu complètement obsolète. Et chez Sonos, ils n'ont pas du tout pensé à l'accessibilité. Parce que dans leurs équipes, il n'y a plus de personnes qui se préoccupaient de ces personnes-là, de l'accessibilité. Et parce qu'on a tous une cycle de vie, on ne reste pas longtemps dans les entreprises, on bouge beaucoup. Du coup, les nouvelles personnes qui sont dans les entreprises, ben, voilà, ils ne sont pas au fait de l'accessibilité. Et c'est pour ça que la loi Holloway, elle est importante. J'aime bien ce message favori, je dis partout parce que c'est vraiment important. Nothing about us without us, qui vient des États-Unis, qui montrera un mouvement utilisé par la communauté handicapée. Rien sur nous sans nous. On vous crée des produits inclusifs, des sites internet pour rendre facile, pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Faites-le avec les personnes concernées, faites-le avec les personnes handicapées. Et pour ça, il faut embaucher les personnes handicapées. Et les handicaps, ça peut être des handicaps visibles ou des handicaps invisibles, peu importe, mais au moins une personne qui est concernée par le handicap saura vous dire, voilà ce qui ne va pas. Certes, ce n'est pas parce qu'on a un handicap, on est en fait des autres handicaps, mais on est plus ou moins un peu sensibilisé à l'accessibilité. Et aussi, il y a un taux de chômage très important en France, qui est vraiment le double des personnes handicapées qui sont au chômage. Et on voudrait bien former les personnes handicapées, mais c'est un double tranchant, c'est parce que les formations ne sont pas accessibles. Donc, si on pouvait rendre accessibles les formations axées sur le web, sur le design, sur l'IA, etc., eh ben, on aurait davantage de personnes handicapées dans les entreprises. Comme je vous l'ai dit dès le début, il ne faut pas avoir peur du handicap. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut vous apporter, vous pouvez créer des produits auxquels vous n'aurez jamais songé. Merci beaucoup.